Bonjour et merci de votre fidélité. On va parler ce matin de la rentrée scolaire qui s'annonce dans quelques semaines avec Indaroussi Tadjidini qui est secrétaire général du syndicat Sunidi FO. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis avec Saïd Mouni qui est le secrétaire adjoint de ce même syndicat Sunidi FO. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux des personnels enseignants de nos écoles. Comment vous sentez la rentrée, monsieur Tadjidini? Nous espérons vraiment qu'il y ait vraiment un progrès pour le changement un peu parce que Mayotte, le département de Mayotte est dans l'ensemble en REP. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu vraiment l'amélioration de ces REP. Les classes sont surchargées. Et nous, justement, nous avons demandé au rectorat que nous respections vraiment la réglementation. Donc nous espérons que on aurait été entendu. Mais le recteur a présenté son projet académique en fin de semaine dernière. Il a dit qu'il manquait pour la rentrée là, du mois d'août 5300 places de collège et 2200 places de lycée. On ne va pas vers un allègement du nombre d'enfants dans les classes. Bien au contraire, ça va encore augmenter. Il va bien falloir les caser, tous ces enfants. Oui, il fallait tous les caser. Mais là, au second degré, il manque 51% d'effectifs qui est contractuel. Ah là, les enseignants. Les enseignants. 51% des enseignants sont contractuels. Mais aussi, ça, c'est la réalité. Il manque des enseignants depuis national. Second degré, c'est collège et lycée. C'est collège et lycée. Il manque des enseignants depuis au niveau national. Mais à Mayotte, c'est pire aussi, avec notre attractivité aussi qui nous freine. Ça manque aussi des enseignants. Et on trouve des collèges, des classes qui n'ont pas d'enseignants. Vous me donniez l'exemple d'une classe en seconde, là, qui a fini l'année sans prof de français. Sans prof de français. Ça, c'est au lycée de Talmalandi de Chirongui, le seconde 1, qui n'a pas de prof de français jusqu'à la fin de l'année. Ces élèves-là, comment ils vont apprendre la dissertation, texte agrémentatif, poétique. Et l'année prochaine, ces élèves-là vont passer le bac de français. Et ces mêmes élèves qu'on va juger, qu'on a eu un taux de 71%, on n'a pas mis les moyens pour avoir le maximum de taux. Et dans 2 ans, ces élèves-là vont passer le bac. Après, les mêmes élèves on va trier ici pour dire qu'on n'a pas amélioré le taux. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place pour mettre le taux? Et aussi, ça fait aussi partie, parce que le moment où on compare les chiffres aussi, il faut comparer le chiffre, ce qui est comparable. Parce que est-ce qu'on a mis tous les moyens pour avoir la même égalité de chances? Mais on ne l'a pas mis. Mais M. Tadjidini, comment on fait pour améliorer la situation? Parce que les enfants, ils sont là, la réalité, elle est là. Comment on fait? Il faut avoir une volonté politique surtout pour enseigner ses enfants. Nous savons que Mayotte est toute petite, on ne peut pas l'extendre, ce n'est pas inélastique, on ne peut pas construire des écoles tous les jours. Ni recouvrir le territoire d'école. Il faudrait peut-être, c'est vraiment un débat vraiment national. Il faudrait que vraiment le gouvernement mette vraiment les moyens et prenne en considération l'arrivée d'une population qu'on n'arrive plus à contrôler aujourd'hui. Mayotte est la première maternité de l'Europe, de la France. Et on a l'impression qu'on ne nous entend pas. Lorsqu'on parle de tout cela au rectorat, au niveau national, c'est comme si on ne nous entend pas. Mais Monsieur Tadjidini, est-ce que la solution pour améliorer le niveau dans les classes, vous parliez de 71% de résultats, c'est près de 20 points en dessous de la métropole, hein, quand même, c'est significatif. Est-ce que la solution, c'est pas de séparer les enfants allophones des enfants qui ne le sont pas? C'est-à-dire que dans des classes, on fait des classes avec des enfants qui parlent français, donc qui sont capables de suivre les enseignements des professeurs, et puis, toute matière confondue, hein, et puis de l'autre côté, on crée des classes pour les enfants allophones et on leur apprend juste à parler français. Est-ce que c'est pas ça la solution? C'est ce que nous avons proposé au rectorat. Nous, à EFO, on a proposé justement lorsqu'on a vu le problématique qui s'aggrave
d'année en année, nous avons proposé à ce que chaque fois qu'il y ait des gens qui arrivent, des étrangers, qu'on ait un diagnostic de cette population et qu'on puisse les séparer, qu'on crée des classes spéciales pour ces enfants. Parce que nous avons remarqué aussi, avant, nous avons plus d'élèves qui étaient bons dans la classe. Maintenant, il y a plus d'élèves qui n'arrivent pas, qui sont en difficulté. Donc, les enseignants ont tendance à plutôt prendre en charge ceux qui n'y arrivent pas et au détriment de ceux qui arrivent. Et là, maintenant, on a une chute de niveau. Voilà. Quand vous êtes des organisations syndicales, donc quand vous tenez ce discours à Jacques Mikulovic, le recteur, qu'est-ce qu'il vous répond? Pour cette année, peut-être il a compris, parce que j'ai vu sur la politique de l'éducation du nouveau recteur, il a parlé que pour la rentrée 2023-2024, il va faire des classes de niveau et aussi il va mettre en place l'organisation des classes de allophones pour qu'on ne les mélange pas. Mais techniquement, aussi, ça pose un problème. On n'a pas de salle de classe, on n'a pas de maître spécialisé sur les allophones, le UPDSA et le RAZ. Il n'y en a pas. Comment il va le faire? Il l'a dit sur son plan de l'éducation. Nous, on va essayer d'attendre et voir comment concrètement va être mis en place. Et aussi au niveau de l'éducation, depuis la mairie qui est inscrite, il doit aussi y avoir un tri sur ce point-là. Parce que au moment où les enseignants arrivent dans la classe, on a la liste des élèves. Mais c'est à partir de notre diagnostic qu'on voit tout de suite que cet enfant-là, il relève de allophone ou bien il relève de cursus normal. Ça aussi, le moment où on est. Donc ça, c'est techniquement, il fallait aussi revoir depuis les inscriptions jusqu'à l'admission dans la classe. Mais le moment où on a l'enfant dans la classe, là, on ne sait pas cet enfant-là, le moment où on a la liste, on ne sait pas s'il vient de tel ou tel. Mais le moment où, au bout de 1 mois ou 1 mois et demi, c'est là où on se rend compte que ça ne va pas le faire. Donc voilà, il faut trier ces enfants-là. Alors, petite question, messieurs, la FSU a lancé un préavis de grève pour le 23 août avec des revendications significatives, notamment un peu ce que vous venez de dire, notamment le problème de recrutement des enseignants et des contractuels, la difficulté de mettre des néo-enseignants ou primo-enseignants sans être formés devant des enfants, les sureffectifs, les 5300 places manquantes et puis les 2200 places manquantes au lycée. C'est quand même des revendications dont on peut vraiment pas nier la réalité. Vous allez les rejoindre dans leur mouvement ou vous allez faire un mouvement à part ou vous ne faites pas de mouvement? C'est quoi la stratégie du syndicat SUNUDI-FO? Le syndicat SUNUDI-FO est un syndicat libre et indépendant, fédéré et confédéré. Nous avons eu dans les médias aussi le préavis de grève de FSU, mais là on est en train de parler pour faire un intersyndical. D'accord. Les mêmes revendications que FSU a mis sur la table, c'est les mêmes que nous on est en train de défendre. Bien sûr, de toute façon c'est la réalité. La formation, imaginez comme par exemple la formation initiale au CIFR, il est déconnecté de la réalité du terrain. Donc ça aussi, on est en train de... Il n'y a pas plus de maîtres de formateurs, mais on a juste de maîtres de EMAT qui s'occupent de ces futurs enseignants. Ça aussi, c'est les mêmes revendications qu'on est en train de faire. Donc, on est en train de pourparler pendant ces vacances jusqu'à faire un intersyndical pour la rentrée. Mais là, on n'a pas dit qu'on va faire une grève à part. Mais là, on est en train de pourparler pour faire de discuter. Comment vous anticipez cette rentrée du 23 août? Parce que là, ça semble être... ça va être compliqué quand même. Eh bien oui, c'est vrai. C'est toujours le même refrain qui recommence toutes les années. Oui. Ça a l'air d'être plus grave encore cette année, parce que moi je lis les communiqués de presse de vous-même ou des autres organisations syndicales. Jusqu'à présent, c'était toujours la même rengaine, les salaires, les machins, tout ça. C'est un job de syndicaliste que de demander plus. Mais là, les revendications, il y a toujours un peu de salaire et de statut, je dirais, d'amélioration de statut pour l'enseignant. Mais
le principal, c'est sur l'exercice du métier. C'est des revendications solides. La surpopulation des classes, c'est vrai. Le manque d'enseignants, c'est vrai. Enfin, c'est des vrais sujets. Et aussi les conditions de travail, parce que là aussi, les coupures d'eau aussi n'ont pas fait la bonne chose. Donc là aussi, on passe maintenant à une coupure de 24 heures. Aussi, donc le mois, il y a les coupures d'eau, les conditions de travail aussi, ça s'améliore, ça se détériore. Donc aussi, imaginez ceux qui sont à la maternelle, les petits, il faut tout le temps aller aux toilettes, donc il n'y a pas d'eau. Ça aussi, ce sont des problématiques qu'on va affronter et on essaie de le voir. Donc ça, c'est la réalité. Donc on verra, comme on dit, qui vivra verra, mais la rentrée de 2023, ça va être un peu chaud au niveau de toutes ces conditions-là. Comment, messieurs, on gère une classe, parce que vous êtes enseignant, donc vous êtes devant des enfants toute la journée. Comment on gère une classe quand la moitié de l'effectif, comme vous venez de dire, ne parle pas bien français, quand on n'a pas d'eau et quand il fait très chaud et que les enfants ont faim? Parce que pardonnez-moi, mais ça me semble être la réalité qui est décrite par vous-même et vos collègues. Comment on fait? Sérieusement, à Mayotte, il faut aimer être enseignant. Il faut vraiment l'aimer, parce que ce sont des difficultés qu'on n'a pas le choix. On fait avec. On nous propose des pédagogies différenciées, mais ça ne marche plus, puisque dans une même classe, vous avez une hétérogénéité, mais pas possible. Vous aurez presque, comment dire, une dizaine de niveaux dans une même classe. On ne peut pas gérer tout cela. Et là, cette année, le rectorat nous a proposé des dispositifs pour, paraît-il, améliorer l'enseignement. Il propose des petits primes, les devoirs faits. Mais c'est juste pour masquer nos revendications. Nous, on demande vraiment que les enseignants soient considérés, que les salaires soient augmentés, mais on nous propose des dispositifs pour nous calmer. Voilà, c'est ça ce que le rectorat propose et le gouvernement. Donc nous pensons que beaucoup de collègues se découragent. Ceux qui réussissent à rester, c'est vraiment ceux qui aiment vraiment le métier. Et il y a encore aujourd'hui dans l'éducation nationale à Mayotte, comme par le passé, cette vocation, être maîtresse d'école ou être maître d'école, comme les petites filles rêvaient quand elles étaient petites. Ça existe encore? Vous entendez encore ça dans les classes? Ça existe encore. Dans les classes, ça existe. Cette année, j'avais fait un journal scolaire. Je me pose la question... quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai? Donc, j'ai vu, il y a certains élèves qui ont mis que je vais être enseignant comme le maître. Donc, ça existe. Oh, ça fait plaisir, ça touche. Ça touche aussi. Mais c'est vrai, comme a dit au collègue, qu'être enseignant maintenant, c'est difficile. Et ça ne donne pas vraiment envie de... Il y a certains enseignants qui laissent l'enseignement pour aller ouvrir d'autres choses. Cette année qui vient de finir, on a accompagné 2 collègues qui ont laissé l'enseignement pour aller ouvrir leur propre boîte d'entreprise. Faire autre chose. Donc ça aussi, avec les ruptures conventionnelles, ils ont laissé l'enseignement pour faire autre chose. Parce qu'il y a des collègues, psychologiquement, ils sont touchés avec des coupures de route. Ça a fait beaucoup de traumatismes avec des enseignants, surtout ceux qui étaient dans la zone de Mamoudzou. Le moment où on part du sud à 4h du matin ou à 3h du matin, après on se fait frapper au milieu de la route, à Tsunzu ou à Mamoudzou même. Ça aussi, ça a touché beaucoup d'enseignants. On avait même mis des solides d'écoute parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont laissé l'enseignement à cause de ces drames qui sont passés. Même si parfois, physiquement, il y a certains enseignants qui ne sont pas touchés, mais au niveau moral et la psychologie aussi, ça a touché beaucoup avec les coupures de route. Mais toutes ces difficultés que vous évoquez, qui sont sérieuses, et ça nuit quand même forcément au travail quotidien. Enfin, c'est plus difficile de se mobiliser toute une journée pour enseigner à des enfants quand on a tous ces problèmes. On est des fonctionnaires. On doit fonctionner. Comme on dit. On est des fonctionnaires, on doit fonctionner. C'est beau, ça. Tout ce qu'on nous dit, c'est ça. On est des fonctionnaires, on doit fonctionner. Donc, on a de toutes les pédagogies qu'il faut mettre en place pour qu'au moins on arrive à tenir debout
sur ce genre de situation. Mais nous, à EFO, nos revendications pour mettre en place la mise en place d'un plan d'eau, vraiment un plan d'eau au département, et mettre en place... Comme pour le Covid. Voilà, pour le Covid. Et mettre en place aussi la protection des personnels d'éducation, parce qu'on ne met pas en place la protection des personnels. Mais la protection par rapport à quoi? Au niveau de tout ce qui est sur les violences, les insécurités qui existent aussi, mais aussi augmenter les salaires sur ce point-là, et aussi l'abrogation de la loi, sur la retraite, et aussi les lois, l'Irak, avec tout ce qui va avec, ça aussi, ça détériorait aussi l'enseignement. Alors, il y a une dernière question que je voulais vous poser par rapport à la crise de l'eau. On sait que nombreux sont les enfants qui viennent de milieux très défavorisés dans les écoles du département, sans eau à la maison pour se laver. On sait, moi j'ai eu des enfants qui sont allés à l'école. Quand il y a un pouls sur une tête, il circule sur toutes les têtes. Est-ce que vous n'avez pas de crainte par rapport à votre niveau d'expérience dans les classes que le manque d'eau et donc le manque d'hygiène, ça facilite la circulation des poux, de la gale, etc. dans les écoles? Ça facilite, mais aussi, aussi tout ce qu'on est en train de dire à l'école, qu'il faut se laver, il faut se mettre propre, et on arrive qu'à la maison, il n'y a pas d'eau. Là aussi, il n'y a pas de sens. Ce qu'on dit et ce qui se passe. Le moment où, à chaque fois, pour les petits, les grands, on dit quand on va aux toilettes, on se lave, avant de manger, on se lave, on fait ceci, cela. Et en arrivant à la maison, il n'y a pas d'eau. Donc là, ça aussi, ça pose aussi un problème entre le discours que l'enseignant est en train de dire et la réalité aussi du terrain. Ça poserait un problème aussi. Mais aussi au niveau d'hygiène, même les adultes aussi, il y a un problème d'hygiène. Bien sûr. Donc les adultes, il y a un problème d'hygiène. Imaginons les enfants aussi, comment ça va se faire. Ça aussi, les enseignants subissent aussi ce genre de choses. On a interpellé le rectorat et qu'on a demandé à ce qu'il y ait un protocole bien clair. Quand il y a coupure d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Et pour l'instant, le protocole qu'il nous a proposé, ce n'est pas vivable du tout. C'est quoi le protocole? Alors, ils disent qu'à la maternelle, ils doivent faire la demi-journée. Au cycle 3, ils doivent faire toute la classe. Donc, on se pose la question, s'il n'y a pas d'eau, où est-ce qu'ils vont faire leurs besoins? Et pour l'instant, ce n'est pas clair. Il faut vraiment qu'on y pense. Comme le collègue a dit, on a un autre discours à l'école, mais ce n'est pas applicable. Merci beaucoup, messieurs. Vous nous tiendrez informés, je suppose, de la constitution de cette intersyndicale. Ok, pas de problème. C'est la fin de ce temps de parole et tout de suite la suite de nos programmes.